Bonsoir à tous. C'est très impressionnant de voir cette salle. Je pense que tous les speakers étaient très impressionnés. Donc vous êtes impressionnants. Si vous entendez quelqu'un applaudir pendant 18 minutes sans interruption, il y a ma mère dans la salle. Elle applaudit depuis 3 jours. J'étais en Suisse, elle applaudissait déjà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un... Je voulais m'exprimer en arabe. Et j'ai commencé à traduire un petit peu le titre de la présentation, Stupid People Don't Share. J'ai cherché, j'ai trouvé le Msaddak ma yaqsamsh. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas très approprié. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un thème qui m'est très cher, qui est l'économie de partage. Attendez-vous à un petit effet spécial. TEDx partage. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez voir, ça va être la folie, il va y avoir plein d'effets spéciaux. L'économie de partage, c'est véritablement une révolution. Et je pense que vous êtes extrêmement bien placés pour comprendre les tenants et aboutissants de ce que c'est une révolution. Mais la révolution dont on va parler aujourd'hui, c'est le passage de l'hyperconsommation vers la consommation collaborative. Et avant de vous expliquer un petit peu quel est le dogme principal derrière la consommation collaborative, j'aimerais vous montrer une définition de la société de consommation que j'ai trouvée sur Wikipédia. C'est même pas l'hyperconsommation, c'est la société de consommation. Ordre social et économique fondé sur la création et la stimulation d'un désir systématique d'acheter des biens et services dans des quantités toujours plus importantes. La consommation tend alors à dominer la morale. Dans cette approche, la consommation n'est plus pour chaque individu le moyen de satisfaire ses besoins, mais plutôt de se différencier. Ça ne vous paraît pas aberrant qu'il y ait une définition officielle de Wikipédia qui dise que nous sommes dans une société qui nous pousse à toujours plus consommer des quantités plus importantes, pas pour satisfaire des besoins, pour se différencier. On se différencie par la possession. Donc, la société de consommation, bien entendu, l'hyperconsommation a entraîné principalement 2 catégories de conséquences. La première équation est très simple, c'est les conséquences écologiques. Plus vous consommez, plus vous produisez, plus vous exploitez des ressources naturelles. Le problème est quand vous surconsommez, à ce moment-là, vous allez surproduire. Et si vous surproduisez, vous allez surexploiter les ressources naturelles. Dans les 50 dernières années, le volume de la production mondiale a été multiplié par 5. On estime qu'en 2050, il y aura 9 milliards d'habitants sur la planète. 9 milliards d'habitants, ça sous-entendrait qu'il faudrait multiplier le volume de la production par 15. Et en 2100, on estime qu'il faut multiplier par 40. Et aujourd'hui, avec la multiplication par 5, on estime qu'on a dégradé 60% des écosystèmes de la planète. Donc imaginez x 40. Le deuxième type d'impact, c'est principalement une équation schizophrénique que le gouvernement doit gérer. Aujourd'hui, vous allez très concrètement, les gouvernements, on va les évaluer, on va évaluer la performance d'un gouvernement sur la base de la croissance du pays. Le gouvernement va même vous pousser à consommer en vous disant que la consommation est un acte citoyen. Pourquoi? Parce que plus vous consommez, plus vous produisez, plus vous investissez, et plus vous investissez, plus vous avez de la croissance. Mais le problème, c'est que le gouvernement a également la responsabilité de s'assurer du bien-être écologique et social de long terme. Et ces intérêts ne sont pas toujours faciles à gérer. Alors qu'est-ce qui nous a mené à cette société d'hyperconsommation? Le premier élément, c'est qu'on a été, pendant la première moitié du siècle, dans une situation de guerre. Et dans la situation de guerre, généralement, on est dans de la pénurie. Et après la pénurie, on passe à une société d'abondance. C'est comme si vous êtes dans le désert, pendant 3 jours, vous rêvez de boire, et brusquement, vous trouvez une bouteille d'eau fraîche. Vous n'allez pas le faire à l'anglaise, vous n'allez pas vous asseoir, mettre une nappe, mettre une petite tasse. Vous allez vous jeter, kil malhouf, sur la bouteille d'eau. Et vous allez avoir tellement soif que vous allez probablement, 50% de l'eau, vous n'allez probablement pas la boire. C'est exactement la même chose. On a tellement eu des privations pendant la première moitié du siècle qu'on s'est mis à consommer, mais de manière inconsidérée. Le deuxième facteur, c'est la manipulation des émotions et la persuasion par la publicité. Ce que vous voyez là, c'est réel. Au début du siècle, on disait que fumer était bon pour la santé. Heureusement, on a un petit peu évolué depuis. Mais la pub vous manipule de manière permanente. Le phénomène de mode, c'est une invention de la pub. On vous dit qu'aujourd'hui, cette chemise est à la mode, et concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit qu'après, c'est plus à la mode. Vous allez la jeter, et dans 10 ans, on va vous dire c'est à nouveau à la mode. Mais vous aurez probablement grossi, ou maigri,
ou changer, etc., etc. Le troisième facteur, c'est le développement des cartes de crédit, du crédit. On estime qu'un Américain a en moyenne 4 cartes de crédit. On sait que le crédit a un effet désinhibant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on consomme et qu'on paye cash, on se rend compte de la dépense effective. Mais quand on paye avec une carte de crédit, on décale la dépense dans le temps et on a l'impression de ne pas dépenser. On a l'impression d'avoir accès au bien tout de suite avec une dépense différée. Et ensuite, on accumule les dépenses et on va faire un autre crédit pour rembourser son crédit et on rentre dans une spirale. Et en fait, le dernier élément, qui ne s'adresse pas exclusivement aux femmes, c'est qu'on a toujours besoin de consommer plus, plus, plus et encore plus. Et cette consommation abusive, elle a été véhiculée par le rêve américain. Le rêve américain, c'est quoi? C'est n'importe qui, n'importe quelle personne, quelles que soient ses origines, par son travail et son ambition, peut devenir prospère. Et le problème, c'est que la prospérité aujourd'hui, elle est matérialisée par la possession. On ne va pas vous dire que vous êtes prospère parce que vous avez une âme ou un cœur qui est pur. On va vous dire que vous êtes prospère parce que vous possédez des biens. Et l'image que vous avez tous probablement du rêve américain, c'est le type qui est avec sa femme dans son jardin, avec un magnifique barbecue, 2 voitures, un pavillon de banlieue. C'est ça, on vous pousse à consommer en permanence. Alors, est-ce qu'il y a une alternative? On a envie de dire oui, il y a une alternative. Alors, l'alternative, elle est encore un petit peu balbutiante, c'est quelque chose de nouveau. Mais le dogme principal de cette alternative, qui est la consommation collaborative, c'est de dire nous n'avons plus besoin de posséder. Nous n'avons plus besoin de posséder. L'élément capital est l'accès à l'usage du produit ou du service. Alors, cette consommation collaborative, il y a 3 modèles principaux. Il y a ce qu'on appelle les modes de vie collaborative. C'est concrètement quelque chose qui existe depuis toujours, c'est le troc. Je suis plombier, tu es informaticien, viens refaire ma plomberie, je viendrai installer ton ordinateur. Le deuxième modèle, c'est les marchés de redistribution. C'est en fait les marchés d'occasion. C'est plutôt que de se dire je vais consommer et je vais jeter, je vais consommer et je vais essayer, à titre financier ou gratuit, de donner une chance à ce bien pour qu'il ait une seconde vie. Pourquoi gratuitement? Parce que ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus grand de recyclage, réutilisation, redistribution. Et le troisième élément, dont on parlera plus amplement après, c'est ce qu'on appelle les Product Services System. Et c'est plutôt que de posséder une voiture que j'utilise 1 heure par jour, possédons une voiture au niveau de la communauté et essayons de la partager. Maintenant, pour que ce mode de consommation marche, il faut répondre à un certain nombre d'impératifs. Le premier impératif, c'est avoir des capacités excédentaires. Si je possède un véhicule mais que je l'utilise 24 heures sur 24, je n'aurai pas la possibilité de le partager parce que je l'utilise pleinement. Mais si j'ai un véhicule que j'utilise un petit peu tous les jours, j'ai une partie que je peux mettre à disposition de la communauté. Aux États-Unis, on estime qu'il y a 50 millions de perceuses pour faire des trous dans les murs. Et là, on estime qu'un être humain utilise une perceuse de 1 à 16 minutes dans sa vie. Donc on possède une perceuse pour l'utiliser de 1 à 16 minutes. Si on optimisait un petit peu mieux ces ressources, on aurait moins de perceuses, mais une bien meilleure optimisation. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait une masse critique. Nous ne sommes pas dans une situation où on a un produit donné qu'on va aller vendre sur le marché et juste aller chercher des clients. On est dans une optique où il faut créer un marché. Créer un marché, ça veut dire créer la demande et créer l'offre. Et à ce moment-là, le gros défi, c'est qu'il faut persuader, j'espère pas de cette façon, mais persuader les gens de changer. Et qu'est-ce qu'ils doivent changer, les gens? C'est qu'on est aujourd'hui dans une société où on a le culte du moi. On est individualiste. Et il faut changer les vents pour qu'ils passent de moi à nous. Et ça, c'est une énorme difficulté. Et pour que ce soit possible, il faut trouver les bonnes carottes. Les bonnes carottes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la logique soit durable, il faut trouver les bons mécanismes d'incitation. Certains seront sensibles à l'aspect financier, d'autres seront sensibles à l'aspect écologique, d'autres seront sensibles à l'aspect communautaire. Chacun aura sa carotte. Mais pour que ce soit durable, il faut qu'il y ait les bonnes carottes. Et enfin, la confiance, qui est le thème de la conférence d'aujourd'hui. La confiance est capitale. Si vous n'avez pas confiance, vous ne serez pas prêt à partager. Parce que vous vous direz que potentiellement, le bien ou service que vous mettrez à disposition de la communauté va être endommagé. Le dernier élément qui est complexe à gérer, c'est le cadre légal dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, le cadre légal a été fait par les gouvernements, non pas pour stimuler l'innovation et les modèles disruptifs, mais plutôt pour protéger les gros lobbies. Donc dès que vous vous attaquez à un lobby, il faut être très futé et trouver les bons mécanismes pour s'attaquer à ces lobbies.
Donc si on résume, 20e siècle, crédit, publicité, propriété individuelle, ça nous donne ce qu'on vit aujourd'hui, l'hyperconsommation. 21e siècle, on espère qu'il sera caractérisé par la réputation, la confiance, la communauté et l'accès au partage. Et c'est ce qui nous donnera la consommation collaborative. J'ai pas fini, hein, mais vous pouvez déjà applaudir. Je vais vous donner un exemple concrètement d'application des dogmes de consommation collaborative au travers d'une société qu'on a montée en Suisse qui s'appelle Tuxme. Alors, j'ai été inspiré par ce magnifique châssis de Bentley rouge avec à son bord une charmante demoiselle. J'étais à Milan et j'attendais un taxi pendant une heure de pointe. Je devais me rendre à mon hôtel qui était à une demi-heure de la gare. Impossible de trouver un taxi. J'ai vu cette voiture avec cette charmante demoiselle à son bord, la voiture m'ayant marqué, bien entendu. Et une demi-heure plus tard, je trouve un taxi, je me rends à mon hôtel et qui je vois à l'hôtel? La même dame avec la même voiture. Le problème, c'est qu'on n'était pas capable de partager cette information et de communiquer. Elle ne savait pas que je voulais me rendre là-bas et je ne savais pas qu'elle allait se rendre là-bas. Je ne vous garantis pas qu'elle m'aurait prise. Mais si l'information avait été partagée, peut-être aurions pu nous optimiser un petit peu tout ça. Le deuxième constat qui est capital, c'est que le temps d'attente moyen d'un taxi sur la planète, en moyenne, c'est 12 à 15 minutes. Si vous vous posez à un endroit pendant 12 à 15 minutes, vous verrez des centaines de véhicules passer devant vous. Statistiquement, il y en a forcément qui vont dans la même direction que vous. Mais vous ne le savez pas et ils ne le savent pas. Le dernier constat qui est capital, c'est que le taux d'occupation moyen d'un véhicule, c'est 1,6 passagers. Si on part de l'hypothèse qu'une voiture a en moyenne 5 places, ça signifie qu'il y a une liberté, il y a 3,4, excusez-moi, j'ai fait un lycée français, je n'ai pas un très bon niveau en maths, 3,4 passagers 3,4 places qui vont être disponibles. Donc à partir de ces constats, l'idée pour nous, c'était de se dire n'importe qui conduit une voiture est un chauffeur de taxi potentiel. Et le taxi est une industrie qui n'a pas évolué depuis quasiment son existence. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils ont maintenant des GPS peut-être et des CB. En Tunisie non plus, le taxi n'a pas évolué. C'est le seul pays au monde où vous avez dans les voitures de taxi un petit panneau qui vous dit interdit de cracher et de fumer. Qui aurait l'idée de cracher dans un taxi? Il y a quelqu'un dans la salle qui éventuellement y a pensé une fois? Donc ce taxi n'a pas évolué. Mais avant de lancer notre concept, l'idée c'était de dire qu'est-ce qui fait que les gens prennent un taxi? Et là, on a identifié 9 raisons. La première raison, c'est que contrairement à des transports publics, vous n'êtes pas contraint par des horaires prédéterminés. C'est vous qui allez définir le moment où vous voulez partir et le moment où vous voulez arriver. Le deuxième élément, c'est que vous n'êtes pas non plus déterminé par une géographie particulière. Vous ne devez pas vous rendre à des arrêts de bus. C'est le taxi qui vient à vous. Troisième élément, c'est que c'est très pratique quand on est à l'étranger, qu'on est pressé. Le quatrième élément, c'est pratique quand il y a des valises. Le cinquième élément, c'est que c'est aussi confortable que votre propre véhicule. Le sixième élément, c'est très pratique quand vous n'avez pas de permis. Le septième élément, c'est super pratique parce que ça vous évite de devoir chercher des places de parc. Le huitième élément, c'est bien pour les handicapés. Et le neuvième élément, c'est que c'est très pratique dans des zones rurales où la desserte des transports publics est quasi inexistante. On avait compris ce qui poussait les gens à prendre des taxis, mais il fallait encore qu'on puisse comprendre pourquoi les gens n'aimaient pas les taxis. Et il y a 3 éléments qui sont ressortis. Le premier, c'est que c'est très cher. C'est un moyen de transport qui reste extrêmement onéreux par rapport aux alternatives. Le deuxième élément, c'est que généralement, les moments où on a le plus besoin d'un taxi, on n'en trouve jamais. Et le dernier élément, c'est que les gens se plaignaient du fait qu'on ne peut pas choisir avec qui on veut voyager. Vous tombez sur le taxi et vous le subissez. Si vous tombez sur ce type-là, ne le prenez surtout pas. Il peut être potentiellement excessivement dangereux. Et ensuite, il fallait qu'on comprenne les tendances. Quelles sont les tendances du moment? La tendance est à l'écologie. Les gens sont de plus en plus sensibles à l'aspect écologique. Vous le voyez avec le développement des partis politiques écologiques, vous le voyez avec l'importance du bio. L'aspect écologique a de plus en plus d'influence dans l'acte d'achat. Les réseaux sociaux, ils sont présents partout. En Tunisie, j'ai cru comprendre qu'il y avait 4 millions de comptes Facebook, donc les taux de pénétration sont énormes. Et il y a la réapparition du sentiment communautaire. Et la technologie aujourd'hui nous permet de faire partie d'une communauté sans nécessairement être présent physiquement avec cette communauté. L'élément d'après, c'est la technologie mobile. Et Orange avait une très belle vision quand ils ont été lancés en 1994, qui était « The world in the palm of your hand ». Donc la vision des fondateurs d'Orange, c'était de dire à terme, avec un téléphone mobile, on aura accès au monde entier. Ça s'est fait. Aujourd'hui, c'est le cas avec les smartphones. Vous avez
accès à tout ce que vous voulez. Et cet élément-là, il fallait le prendre en compte également. Le dernier élément, c'est le pouvoir d'achat, qui est de plus en plus important. C'est l'avant-dernier élément, excusez-moi, je viens de me tromper. Le pouvoir d'achat qui est de plus en plus important, surtout dans des situations où on enchaîne les crises mondiales. Quand on enchaîne les crises mondiales et que le pouvoir d'achat est érodé, on est de plus en plus intéressé de pouvoir faire des économies. Et dernier point, c'est l'universalité du service. Aujourd'hui, si vous prenez un taxi, c'est généralement une industrie qui est très morcelée, qui est répartie sur des indépendants et des petites sociétés. Et si aujourd'hui vous aimez un McDonald's à Tunis, vous pourrez le retrouver à San Francisco. Si aujourd'hui vous avez une bonne expérience avec une société de taxi en France, vous ne retrouverez pas une expérience client similaire dans d'autres pays. Donc une fois qu'on avait compris les raisons qui poussaient les gens à prendre, les tendances du moment et ce qu'on voulait éviter, ça a donné lieu à ça. Un peu de son, s'il vous plaît. Ça sonne encore mieux quand on comprend à quel point ça va révolutionner notre manière de nous déplacer. Si vous êtes conducteur, lorsque vous prenez votre voiture, démarrez simplement l'application smartphone. Ça y est, vous êtes un conducteur TuxMe. En temps réel, recevez les demandes de passagers sur votre route. Acceptez ou refusez, vous décidez. Ah oui, le plus beau, c'est qu'on vous paye pour ça, qu'il y ait une personne à bord ou pas. C'est pour ça qu'il y a tant de conducteurs inscrits chez nous. Si vous êtes passager, avec TuxMe dans la poche, plus besoin de voiture. Démarrez l'application, indiquez votre destination et TuxMe vous proposera des conducteurs. Profitez d'un service porte-à-porte, sans horaire et de tout le confort que vous méritez à prix réduit. Que vous soyez conducteur ou passager, c'est l'opportunité rêvée de rencontrer un nouvel adepte de planche à voile ou de sudoku et de réduire de manière drastique les émissions de CO2 et les embouteillages. Évidemment, tous les conducteurs inscrits chez TuxMe ont été vérifiés pour vous assurer le maximum de sécurité. TuxMe, réinventons la mobilité. On a eu 3 défis principaux. Le premier élément, c'était le cadre légal. Le cadre légal fait que l'industrie du taxi est un lobby qui est très puissant et qui est très protégé. Alors, comment on a contourné ça? En fait, on ne paye pas les conducteurs plus que le barème fiscal autorisé. À partir du moment où vous ne dépassez pas le barème fiscal, c'est considéré comme une contribution au coût et non comme un revenu, et donc ça n'est pas soumis à autorisation. Le deuxième élément, c'est que notre positionnement fait qu'on ne sommes pas une société de transport. Nous n'avons pas de véhicule dédié pour transporter des gens. Nous sommes une société de mise en relation entre l'offre et la demande. Et le dernier élément qui est lié à la responsabilité fait que, bien entendu, on a défini des conditions générales qui, bien entendu, protégeaient un petit peu et le rider et le driver. Le deuxième gros challenge qui était la masse critique, encore une fois, si nous avons une demande mais pas d'offre, vous allez frustrer tout le monde. Si nous avons une offre mais pas de demande, on va frustrer tout le monde aussi. Il fallait trouver les bonnes incitations. Ce qu'on a fait, c'est le modèle Make Money as you drive. Ça veut dire qu'on paye le conducteur même s'il n'a personne à bord. À partir du moment où il déclare qu'il est disponible, il est rémunéré. Pour le passager, il a fallu qu'on lui propose des alternatives. Si à un moment donné, un TuxMe n'est pas disponible dans la communauté, on va lui proposer des alternatives de transport traditionnelles, type bus, train, etc., de manière à ce qu'il ne reparte pas frustré de l'expérience client. Et le dernier élément, bien entendu, c'est qu'on a fortement utilisé les réseaux sociaux pour essayer de très rapidement se diffuser et créer une masse critique. Enfin, sur la confiance, il y a tout un ensemble de mécanismes dont les autres speakers vous ont parlé aujourd'hui. À la fin d'une expérience de transport, chaque conducteur va évaluer le passager, chaque passager va évaluer le conducteur. On va utiliser également le fait qu'on va mettre en avant les amis communs sur Facebook de manière à ce qu'ils soient rassurés. Et il y a également des mécanismes de certification. On est capable de traquer toute une transaction en géolocalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous montez dans un taxi et qu'il vous arrive quelque chose de pas très sympathique aujourd'hui, personne ne le saura. Avec nous, on est capable exactement de vous dire à quel moment telle personne est montée avec telle personne, le parcours qu'ils ont fait et comment ça s'est passé. Et enfin, pour asseoir notre crédibilité, on s'est associé à des très gros partenaires suisses qui, eux, ont une crédibilité sur le marché. J'aimerais juste vous passer 2 petits films, pas dans un but publicitaire, de toute façon on n'est pas en Tunisie, donc ce n'est pas du tout un objectif commercial. J'aimerais partager avec vous ces 2 derniers petits films pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on veut véhiculer comme vision. Et voilà, la petite voiture à l'énergie solaire, mais en alu. Les jantes en alu, mais alu de maison. Et puis vous avez vu, siège en cuir, mais cuir d'alu. Ah, vous n'avez pas présenté Kiki?
Là, ça fait 2 jours que je vais la garer, j'attends le soleil. Et dès que le soleil arrive, ça file droit. Bon, par contre, quand ça fonctionne, il fait trop chaud. Mais j'ai les gants. Donc ça, c'était le thème écologique. Et je vais finir avec un dernier film, qui est le thème social. À la gare, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Se je me permets, le crise là, c'est pas à cause des histoires d'arrêt pour se margarine cric là. Tu m'écoutes quoi? L'autre jour, je regardais un reportage sur le pyramide. Ils ont fait 2 maisons en pyramide qu'avec du briquet. Bon, je vais avaler. Et quand je prends le taxi le soir, je roule. C'est pas fini, c'est pas fini. Dis-moi, t'es déjà embrassé un garçon? Le dernier élément que j'aimerais partager avec vous, parce que j'ai vraiment pas été très digne de confiance au niveau du timing, c'est on m'a demandé de donner mon avis sur la Tunisie. Est-ce que la Tunisie était prête à ce type de consommation? Je sais qu'on est en démocratie et que je peux tout dire, mais mon avocat m'a quand même demandé de me protéger et de mettre une petite phrase qui omettait toute responsabilité de ma part. Je pense que si on regarde les critères d'un point de vue purement théorique, il y a énormément de choses qui font qu'on pourrait totalement imaginer ce mode de consommation. On vient d'une civilisation arabo-musulmane, dont on peut être très fier, ou berbéro-musulmane, qui prône le partage. D'un point de vue théorique, tout est là. Peut-être le petit problème, et vous le savez probablement mieux que moi, c'est la confiance. Aujourd'hui, on n'est pas dans un climat de confiance, on est dans un climat de suspicion permanente. Et pour avoir confiance, il faut qu'on ait le sentiment d'être respecté. Et je pense personnellement, ne m'en voulez pas trop, que nous ne nous respectons pas encore assez. On a vécu pendant 20 et quelques années sous le joug d'un dictateur qui n'était pas forcément très éclairé et qui a créé un écosystème pour défendre ses intérêts individuels et pas les intérêts souverains de la nation. Et tout l'écosystème a été construit comme ça. Et qu'on le veuille ou non, on fait partie de ce système. Donc, aujourd'hui, on doit passer par un apprentissage. Et on doit s'assurer qu'on passe d'un mode individualiste à un mode collectiviste. Par contre, la note positive de tout ça, c'est que vous avez réussi, vous, Tunisiens, à destituer ce que tout le monde imaginait être indestituable. Tous les chefs d'État des plus grandes nations de la planète ont fait des courbettes à M. Ben Ali pendant des décennies. Ce qui prouve que quand vous avez un objectif commun, quand vous avez une vision qui vous fait rêver, un rêve qui vous donne envie de vous améliorer, un chemin noble vers lequel s'acheminer, vous pouvez déplacer des montagnes. Et je pense du fond du cœur que si nous unissons un petit peu tout ça, une vague de collectivisme noiera les individualismes et une déferlante de confiance nous permettra d'éradiquer l'hyperconsommation et de faire que le partage soit roi. J'aimerais néanmoins, j'apprécie vos applaudissements, mais j'ai juste envie de finir parce qu'ils vont me tuer au niveau du timing, finir par deux citations que vous connaissez probablement. Une de Kennedy qui dit « Ne demande pas seulement ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande aussi ce que tu peux faire pour ton pays. » Ça s'applique à la consommation collaborative. Ne demande pas seulement ce que la collectivité peut faire pour toi, mais demande-toi aussi ce que tu peux faire pour la collectivité. Et la deuxième très belle phrase de Gandhi, qui est « Je ne voudrais pas faire partie de ce monde s'il n'était pas destiné à devenir meilleur. Je suis persuadé du fond du cœur que la consommation collaborative est la voie qui nous permettra d'avoir un monde meilleur. » J'ai beaucoup apprécié partager ce moment avec vous et je vous remercie.